Cette semaine, on voulait faire un point donc sur les cyberattaques qui ont eu lieu pour le coup beaucoup plus régulièrement et intensément entre la Russie et l'Ukraine depuis 2014 jusqu'au déclenchement du conflit qu'on connaît actuellement. Et ça tombe bien, Martin, tu étais sur place en Ouais. fait. Moi, j'ai passé une grosse semaine en 2019. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a l'invasion. Mais en fait, quand tu vas en Ukraine et quand tu discutes avec des Ukrainiens, tu te rends compte que depuis 2014, ils sont pas en guerre ouverte comme c'est le cas actuellement, mais ils sont dans un... Ils appellent d'ailleurs la Russie l'agresseur. Souvent, le terme utilisé, c'est l'agresseur. Parce que ils sont dans un... Ils étaient, et maintenant dans une forme ouverte, mais ils étaient dans une forme larvée de conflit. Et notamment dans l'espace numérique, c'était hyper présent. Et il y a eu parmi les attaques qui ont eu à la fois le plus de dégâts concrets Ouais. et qui étaient les plus techniquement évolués, c'est en Ukraine. Ça commence comment en fait justement cet aspect agression technique? Ça commence déjà par des manifestations fin 2013 en Ukraine parce que le président pro-russe à ce moment-là prend une décision de s'éloigner un peu de l'Union européenne. Plein de gens manifestent, ça tourne de manière extrêmement violente, il y a une grosse répression, mais le président pro-russe doit fuir en Russie. Et c'est à partir de là que pour la Russie, l'Ukraine est sortie un peu de son giron. Et donc depuis, la Russie essaye de réattirer l'Ukraine vers elle. Donc ça s'est vu parce que ils ont annexé littéralement une partie du territoire, la Crimée, parce qu'il y a une partie des territoires en Ukraine à l'est qui ont plus ou moins fait sécession. Et sur le plan numérique, il y a eu des attaques. Et alors il y a eu tout un tas d'attaques, toutes très différentes. Et la première, celle qui était vraiment intéressante à plein de niveaux, c'est une attaque qui a visé leur élection, donc une élection de mémoire provisoire en 2014, quand le président avait fui. Et en fait, les pirates s'en sont pris à la commission électorale. Et en fait, ils ont pas exactement hacké l'élection, et c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. C'est qu'ils n'ont pas modifié les votes. En revanche, ils avaient remarqué que la commission avait un site, que c'était un peu le site officiel où elle affichait les élections. Et donc, quelques minutes avant l'heure, un petit peu comme chez nous, à 20h, d'annonce des résultats, les pirates ont essayé et ils ont partiellement réussi, de ce qu'on appelle d'effacer, en fait, le site de l'élection, pour faire croire à la victoire d'un mec qui n'avait pas du tout gagné et qui était évidemment pro-russe. Incroyable. Et donc, le but, c'était pas de changer le résultat, parce que, l'Ukraine est un pays moderne, ils savent faire une élection, il n'y a pas de souci. Mais c'était de foutre la merde, d'induire du doute, d'induire du chaos. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est que 5 minutes après le défacement d'une page annexe de la commission électorale, c'était en une de toutes les chaînes de télévision russes, évidemment. L'information avait été évidemment passée en amont. Donc c'était vraiment une attaque plus informationnelle qu'une attaque. C'était une attaque informatique de base, mais le but était moins informatique que vraiment de propagande. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment ouvert les yeux en allant en Ukraine, c'est que pour eux, et c'était très visible, l'attaque informatique, ok, elle a des effets éventuellement sur les ordinateurs et tout, mais elle a surtout un effet sur l'esprit des gens. Et c'est vraiment la stratégie, et on peut évoquer toutes les attaques qui ont eu lieu après, elles ont toutes un peu des formes différentes, mais globalement, le point commun, c'était vraiment d'affaiblir la confiance des Ukrainiens dans leur État, et de montrer au monde que l'Ukraine est un pays mal géré, un pays failli, qui font n'importe quoi. On imagine si pendant les élections françaises, t'avais un président 2 minutes après. En fait, non. On a changé de programme, désolé. Ça serait le chaos, quoi. Complètement. Donc ça, c'est 2014. C'est 2014, ouais. Et après, il s'attaque aux médias, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est une attaque, pour le coup, dont on n'a pas trop parlé en dehors de l'Ukraine, mais qui est assez ouf. Il y a plusieurs chaînes de médias, des centaines de postes informatiques grillés, inutilisables. Ouais. Une attaque vraiment destinée, alors peut-être qu'ils ont récupéré des informations avant, on sait rien, mais en tout cas, c'était pas un but d'espionnage, c'était vraiment un but de sabotage. Mais c'est possible même? Bah ouais, d'ailleurs ça a été fait même beaucoup plus proche de chez nous que l'Ukraine. TV5 Monde, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2015, on était en pleine période de psychose après les attentats à Charlie Hebdo, et d'un seul coup, écran noir sur toutes les télés qui reçoivent TV5 Monde. TV5 Monde en France, c'est pas trop regardé, mais à l'extérieur de la France, c'est plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Écran noir. En fait, les pirates étaient rentrés dans le système, avaient identifié le serveur qui prenait le flux d'images et qui le redirigeait vers les antennes, vers littéralement la parabole qui envoyait au satellite, et ils ont grillé le serveur. Et avant ça, ils avaient étudié comment il fonctionnait, et ils avaient vraiment, je crois qu'ils s'en sont pris de souvenir aux cartes mères, ou un truc vraiment où tu ne peux même pas redémarrer le serveur, quoi. C'est fou. Noël 2015, encore plus critique. Ouais, là c'est encore, on passe un niveau dans la science-fiction. Noël en Ukraine, en Europe centrale, il fait très froid. Des pirates réussissent à rentrer dans un transformateur électrique et à débrancher de mémoire 30 000 foyers du réseau électrique. Là, on est vraiment dans le cœur de l'objectif stratégique de
on va instiller dans l'esprit des gens qu'en fait leur état il sert à rien, et d'ailleurs il n'y a même pas d'électricité chez eux, quoi. Là en termes techniques c'est entre guillemets plus classique, ils sont rentrés dans les ordinateurs qui se trouvaient avoir les logiciels de pilotage des appareils du transformateur. Une fois que tu es dans l'ordinateur, il y a même des vidéos assez folles où on voit les Ukrainiens essayer de reprendre le contrôle de l'ordinateur avec la souris qui bouge toute seule et tout, et le mec, quelqu'un de l'autre côté qui est en train de chlunk d'éteindre les trucs, quoi. Et ensuite il y a eu la même chose mais pire, ou en tout cas qui a vraiment beaucoup fait peur bien au-delà de l'Ukraine. Pile un an après, même période, quasiment la même date, donc pareil, on choisit bien au moment où ça fait chier de pas avoir d'électricité. Là, même chose, dans un autre endroit, mais cette fois le malware, il était conçu pour parler directement aux systèmes industriels qui servent à... alors pareil, j'y connais rien en électricité, mais voilà, vraiment les machines, quoi, qui permettent de piloter le réseau électrique. Mais alors, les conséquences d'une attaque informatique comme ça, c'est quoi? C'est d'un seul coup plus de courant. C'est sur un bâtiment, Alors là, en l'occurrence, la deuxième, il me semble que c'est plusieurs centaines de milliers de foyers. Alors ça dure pas extrêmement longtemps, parce que les mecs, c'est quand même certes, ils utilisent l'informatique, mais ils sont entraînés pour répondre aux problèmes, les crises. Donc ils sortent, ils réinitialisent les trucs, machin. Ça dure, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça repart. Le but est pas tellement l'effet direct de il y a plus de courant, c'est vraiment l'effet un peu psychologique. Et même, j'ajouterais un autre effet qui est regardez ce qu'on sait faire. Et alors en 2017, donc, c'est l'apogée de ces attaques-là. Ouais. C'est vraiment l'attaque la plus destructrice et coûteuse de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Alors, le virus, probablement vous en avez entendu parler, c'est NotPetya. Tout commence, j'y suis allé, c'est assez fou de se dire que tout commence dans un endroit aussi finalement lambda, dans une petite entreprise à Kiev, qui fait un logiciel de comptabilité. Et en fait, ce logiciel de comptabilité, il fait partie des 2 logiciels, ou des 3 logiciels, que les entreprises ukrainiennes sont obligées d'installer pour leur business avec le gouvernement, pour déclarer leurs impôts, etc. Et les pirates, 1 an ou 1 an et demi auparavant, ils sont rentrés dans les réseaux de cette entreprise. Ils ont chopé le code source du logiciel, ils ont étudié le logiciel. Ils ont vu qu'ils pouvaient ajouter des petites portes dérobées, des petites fonctionnalités cachées. Ils ont attendu. À un moment, ils ont remplacé dans les serveurs de l'entreprise le logiciel original par leur version. Le logiciel a été mis à jour. Du coup, d'un seul coup, il y avait, 200 000 entreprises ukrainiennes, 300 000 entreprises ukrainiennes qui avaient installé le logiciel avec la porte dérobée. Et ensuite, boum, déclenchement. La porte dérobée fait rentrer ce qui semble d'abord être un rançon logiciel, donc un logiciel qui verrouille toutes tes données, qui te demande une rançon. Il y a un message de rançon. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout un rançon logiciel. Le truc bidouillait le MBR, donc le truc qui se lance avant le système d'exploitation, et le rendait complètement inutilisable. Donc là, c'est le même genre de délire, c'est-à-dire que tu démarres ton ordi et il démarre plus, quoi. Non seulement il avait donc la capacité de saboter, de saboter les ordinateurs, mais en plus il avait une composante de propagation automatique. Et c'est là que ça devient complètement fou, c'est que quasiment, pas de manière instantanée, mais en quelques heures, et je me souviens, j'étais au bureau et on a un système où on reçoit les dépêches des grandes agences de presse, et en l'espace d'1 heure, telle grande entreprise espagnole victime du cyberattaque, telle grande entreprise allemande victime du cyberattaque. De mémoire, la moitié des ordinateurs en Ukraine ont eu le truc. Ça, ils ont perdu 1 point de PIB ou un demi-point de PIB en une après-midi. Enfin, c'était vraiment très très... Les distributeurs de billets marchaient plus. Enfin, c'était du jamais vu pour une attaque informatique, quoi. Et évidemment, la date de l'attaque, très important. Jour de la fête de l'indépendance ukrainienne. À la fois pour montrer on vous attaque au moment où vous célébrez votre voilà, et surtout à un moment où les gens sont pas au bureau, l'équivalent du 14 juillet chez nous. Donc moi j'ai parlé à des gens qui disent ah ouais, moi je me souviens très bien, moi j'étais à l'autre bout du pays dans ma maison de vacances, et j'ai dû revenir en 4e vitesse à Kiev. Et juste, c'était un ransomware, genre si tu payais c'est bon? Non, pas du tout. Là c'était vraiment une détruisait. Ah non, c'était un faux ransomware, c'était vraiment pour faire perdre du temps en fait. Oui, dire ah mince, on est attaqué par un rançon logiciel et pas par l'État russe. Est-ce que c'est pour ça que ça s'appelle NotPetya? Oui, parce qu'en fait, ça reprenait... Il est bon, hein. Ça reprenait de mémoire une partie du code d'un rançon logiciel un peu naze, pas très évolué, qui s'appelait Petya, qui est en fait la pierre en... Ça veut vraiment dire que c'est pas celui-là. Ouais, c'est vrai. Alors, ça ressemble. Mais c'est pas du tout la même chose. Et donc voilà, maintenant on a un corpus, un ensemble d'éléments techniques, d'éléments juridiques, etc., qui montrent que ça a été fait par le renseignement militaire russe et que le but était vraiment à la fois... Alors là, il y a un peu 2 écoles. Il y a ceux qui pensent que le fait que ça ait débordé à l'étranger, y compris en Russie, c'était totalement involontaire. C'est-à-dire vraiment, ils se sont dit, voilà, le truc a déraillé, quoi.
Mais certains, et y compris des gens qui ont vraiment été sur place, disent que ça faisait partie du plan entre guillemets, c'était aussi pour envoyer un message en disant faire du business en Ukraine, c'est dangereux. Donc tout ça, en fait, à chaque fois, c'est À chaque fois, il y a commun, c'est décrédibiliser le pays. Quand même. Exactement. Et il y a toujours un aspect psychologique. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, en Occident, entre guillemets, on voit les attaques informatiques et l'aspect plus propagande, manipulation, comme deux choses totalement différentes. Par exemple, pour les Nord-Coréens, quand Seth Rogen, l'acteur, fait un film qui se fout de la gueule de leur chef, c'est la même chose. C'est aussi grave que si on piratait leur réseau d'électricité. Pour eux, c'est la même chose parce qu'en fait, ils font pas de différence entre une cyberattaque et une attaque, ce qu'ils appellent informationnelle. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quand on comprend ça, on voit pourquoi ces attaques, elles ont toujours un aspect un peu de propagande, de manipulation, de l'impact psychologique, quoi. Et alors aujourd'hui, donc ça fait 8 ans que la Russie prépare son arsenal technologique. Ouais. J'imagine que logiquement, elle a accompagné son attaque cyber, son attaque terrestre par une attaque cyber. Alors pas vraiment, c'est ce que tout le monde attendait un peu. Alors déjà, il faut dire que depuis 2018-2019, c'est plus calme, notamment parce que les Ukrainiens ont considérablement augmenté leur niveau de défense, ils ont reçu de l'aide de l'OTAN, des États-Unis, de l'Europe, etc. Il y a des entreprises aussi qui les ont aidés, mais tous les experts, vraiment tout le monde, se disaient quand les chars russes vont passer la frontière, en même temps il va y avoir des cyberattaques. Et en fait, c'est pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a eu très peu, ou en tout cas pas du tout de l'ampleur qui pouvait être anticipée. Alors il y a quand même cette histoire de satellite qui est quand même vraiment très très intéressante. Je ne sais pas si vous avez suivi, non. À peu près 1 heure après que les premiers missiles se sont abattus sur l'Ukraine, il y a tous les abonnés de l'Internet par satellite qui passaient par un satellite bien précis qui ont perdu leur connexion. En fait, il se trouve qu'il semblerait que le firmware de leur modem ait été à distance remplacé, ou du moins on a interféré, modifié. Et il se trouve que le satellite qui est utilisé, et notamment par les abonnés en France, qui n'ont pas d'ADSL, pas de fibre et tout, soit aussi utilisé par l'armée ukrainienne. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est soit qu'ils ont voulu rendre certaines communications satellitaires de l'armée et du gouvernement ukrainien inopérantes, soit faire un petit peu comme avec NotPetya, remplacer avec une fonctionnalité cachée, soit pour carrément écouter tout ce qui passe par les modems, soit pour les détruire, mais à un autre moment. Et donc il y a plusieurs fournisseurs d'accès à Internet en France, de tête il y en a qui s'appelle Big Blue et l'autre Nordnet, qui est une filiale d'Orange, qui fournissent un abonnement, un FAI par satellite, et ou quasiment tous les abonnés de ces deux FAI, le 24 février, bam, plus de modem. Et donc là, encore aujourd'hui, en tout cas quand j'ai fait l'article il y a 2 jours, c'était toujours pas résolu, en tout cas pas pour tout le monde. Et il y a même des éoliennes en Allemagne, genre 5800, qui d'un seul coup ont plus pu être pilotées à distance parce qu'en fait elles utilisaient un petit émetteur satellite pour être connectées à Internet. Okay. Mais globalement, il n'y a pas eu d'énormes cyberattaques qui paralysent, je sais pas, le réseau électrique, Internet, d'électricité, les chemins de fer, alors que vraiment c'était l'option privilégiée, quoi.